Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode. De podcast. J'ai été peu assidue ces derniers temps, mais avec la nouvelle collection, vous m'excuserez, je n'avais vraiment pas le temps. On se retrouve parce qu'aujourd'hui est une date spéciale, c'est pourquoi j'ai décidé de vous enregistrer ce podcast un peu au dernier moment. Aujourd'hui nous sommes le 8 décembre 2024, et il y a 10 ans, donc le 8 décembre 2014, nous étions un mardi, et ça a été le jour le plus déterminant dans la création de l'atelier de Guillemette, puisque c'est le jour où j'ai gagné une sorte de trophée par la ville dans laquelle j'habitais, qui est à Montrouge, dans le sud de Paris, qui m'a permis de monter ma boîte. Donc je vais vous expliquer en détail dans cet épisode de podcast pourquoi ça a été déterminant, pourquoi ça s'est passé de cette manière, parce que vous le verrez, c'est absolument pas inné, c'est-à-dire que je me suis pas du tout levée un matin en me disant tiens, j'ai envie de monter une boîte, mais alors pas du tout. Je n'avais jamais eu pour ambition de créer une boîte, de devenir entrepreneuse, de créer tout ce que j'ai créé ces 10 dernières années. Comme ça fait 10 ans, ça me ramène beaucoup en arrière. Ça m'amène à beaucoup réfléchir et c'est une date que j'ai envie de partager avec vous parce qu'aujourd'hui vous faites partie intégrante de l'atelier de Guillemette. C'est un logo que vous voyez partout depuis 10 ans. C'est une charte graphique, une patte graphique que j'ai depuis bientôt 10 ans, que je modifie légèrement avec le temps pour que ça me corresponde toujours. Mais voilà, peut-être que vous êtes là depuis quasiment le début, peut-être depuis à peu près 8-9 ans quand j'ai ouvert physiquement cet atelier, peut-être que vous êtes arrivé en cours de route, peut-être que ça ne fait que quelques mois, mais je suis ravie en tout cas de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui et puis de vous expliquer un peu à cœur ouvert comment s'est passée la naissance de l'atelier de Guillemette, parce que vous allez le voir, c'est pas du tout prémédité. Je vous souhaite donc une très bonne écoute de cet épisode de podcast et n'hésitez pas en commentaire à me faire part de vos envies, peut-être pour d'autres sujets, de vos témoignages, peut-être vous aussi de partager votre boîte, de partager votre historique, comment ça s'est passé si vous avez créé votre boîte ou tout autre projet, peu importe, n'hésitez pas à vous livrer, j'adore vous lire, c'est pour moi un moment de détente, je me cale tous les mercredis, un petit moment exprès pour lire vos commentaires, y répondre et j'adore découvrir et échanger avec vous sur cette plateforme. Voilà, je vous souhaite un très bon épisode de podcast. Je m'appelle Guillemette et vous écoutez Les Vulnérables Dessous, un podcast où je vous emmène dans les coulisses de la création de lingerie en vous partageant mes doutes, mes échecs, mais aussi mes victoires. Un espace dans lequel la vulnérabilité se fait audace et les faiblesses deviennent force. Et bonjour tout le monde. Aujourd'hui, comme je vous en ai parlé dans l'introduction, c'est un jour un peu spécial puisque nous sommes le 8 décembre 2024 et qu'il y a 10 ans, je gagnais mon tout premier prix qui m'a amené aujourd'hui là où j'en suis, dans l'entrepreneuriat et dans la création de l'atelier de Guillemette. C'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, je vais pouvoir fêter toutes ces dates par dizaines. Je vous cache pas que ça me fait un petit quelque chose. Ça m'amène à faire une rétrospective de ces 10 dernières années, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui n'a pas changé, qu'est-ce que j'aurais voulu qui change. Je vous cache pas que depuis quelques jours j'y pense de plus en plus et que je me dis mais mine de rien il y a plein de choses dont je suis fière et d'autres choses que je pensais qui seraient totalement différentes 10 ans plus tard, du moins c'est ce que je projetais dans mes pensées à l'époque. En réalité ce n'est pas du tout le cas, mais la vie est comme ça, je le prends comme ça vient, et on verra bien dans 10 ans lorsque je referai un nouveau bilan. Alors, avant de commencer, je vais vous expliquer le contexte. Nous sommes en ce moment donc en 2014, 10 ans plus tôt, et il s'avère que je travaille pour Obad. Cela fait plus de 18 mois que je travaille chez eux, et mon CDD touche à sa fin, et j'ai quand même bien conscience que je ne serai absolument pas reconduite, puisque nous sommes dans un climat qui est assez tendu avec ma responsable. Je vous en avais parlé lors des épisodes précédents. Dans les ateliers, l'ambiance n'est pas toujours très facile, et je ne m'entendais pas du tout avec ma responsable. Je commençais à souffrir de plus en plus du manque de champ d'action que je pouvais avoir en étant simplement mécanicienne. J'avais, je pense déjà, un peu d'aptitude pour plutôt manager et être beaucoup plus dans l'action que simplement exécutante, plutôt décisionnaire on va dire. Pour le moment, on est quelques mois en arrière, je n'ai pas encore conscience que mon contrat va s'arrêter, mais j'ai demandé déjà depuis 6 mois une augmentation qu'on m'a promis lorsque l'on m'a embauchée. Et tous les 6 mois, on botte en touche en me disant cette magnifique phrase, est-ce que tu penses vraiment que tu la mérites ? Ce qui m'a fait énormément de mal parce que vraiment j'ai tout donné pour cette boîte que j'aimais énormément.
énormément pour tout ce qu'elle symbolisait et puis pour les produits qui sont particulièrement beaux en termes de style et de matière. Donc je me retrouvais tous les mois à donner des cours particuliers pour essayer de me faire un petit peu d'argent parce qu'à l'époque je vis à Montrouge dans un 20 mètres carrés qui me coûte 700 € et avec le SMIC que j'ai, je peux juste pas vivre correctement à Paris puisque tout est quand même beaucoup plus cher. Donc je choisis de donner des cours de couture en parallèle, que je mets une petite annonce sur Le Bon Coin et puis j'ai quand même pas mal de personnes qui me demandent, donc je me retrouve à aller à Boulogne, souvent à Montrouge, dans Paris, à me balader pour aller donner des cours le week-end et notamment le soir. Sauf que je constate un véritable problème, c'est que la plupart de mes élèves font de la couture dans leur salon, que nous sommes en région parisienne ou dans Paris intramuros et que souvent ils n'ont absolument pas la place de mettre la machine à coudre correctement sans impacter la vie familiale. Je m'explique. Par exemple, j'avais une jeune fille, on était obligé de se mettre dans le salon, mais dans le salon, il y avait aussi sa petite sœur qui voulait absolument regarder la télé le soir avec son père, la mère qui criait sur la petite sœur parce qu'elle ne faisait pas ses devoirs, et nous, on est en plein milieu du salon qui est vraiment rikiki, à essayer de coudre pendant une heure quelque chose. Donc c'était très difficile. Et je me suis dit, en fait, il faudrait vraiment un endroit, un espace où les personnes peuvent coudre, comme quand on va faire du sport, par exemple, quand on va faire du tennis. On fait pas du tennis dans son jardin, on fait pas du tennis dans son salon, on va dans un espace dédié, et ça permettrait aussi aux passionnés de couture de se dégager du temps pour leur passion, de l'exercer en dehors du foyer familial, donc de n'avoir ni enfants, ni frères et sœurs, ni mari, ni papa, ni maman aux alentours, et puis d'avoir un peu un lieu où on pose son cerveau, comme quand on fait une activité créative qui nécessite de se déplacer. Donc c'était mon optique, je commence à réfléchir et puis j'ai une amie qui était ma voisine qui me montre un soir où on mange ensemble une affiche de la ville de Montrouge qui propose ce qu'ils appelaient les trophées des jeunes actifs de Montrouge et elle me dit tiens j'ai pensé à toi, ils cherchent des appels à projets, tu peux, après ils t'aident à financer ton projet, etc. Sur le coup j'ai pas du tout compris pourquoi elle m'avait proposé ça parce que vraiment je me sentais pas du tout concernée. Je garde l'affiche par politesse, je crois que c'était le mardi, et puis le jeudi, donc je retourne au travail mercredi, jeudi, toute la journée du jeudi au travail, vraiment j'en peux plus, et je me dis mais ce n'est pas possible, j'ai pas envie d'aller à mon cours de couture de ce soir, je prends plus aucun plaisir à enseigner la couture dans des endroits aussi exigus avec toute la famille autour, en plus je suis allergique aux chats, donc souvent il y avait des chats, des chiens, j'étais obligée de me gaver de médicaments pour essayer de tenir le coup pendant une heure, et me vient donc cette idée, je reprends le papier de mon ami, et je me dis bah je veux juste regarder ce que ça donne. Donc je télécharge le document, je réponds aux questions qui nous demandent, en fait c'est l'élaboration d'un business plan, mais sous forme de questions, donc c'est très pratique quand on a une idée qui est assez précise ou qu'on commence à réfléchir à une idée, répondre à la question c'est bien plus simple. Donc je réponds à toutes ces questions, puis je commence à me prendre au jeu, à vraiment m'y plaire. J'en parle à des copines autour de moi qui ont fait à peu près le même métier que moi ou qui ont travaillé dans les mêmes environnements que moi, qui me disent oui ça peut être une bonne idée. En fait le côté création de ce projet commence vraiment à m'attirer, je me retrouve à vraiment rentrer dans les détails, à imaginer comment ça peut vraiment se passer, à en parler autour de moi, à mon père qui est entrepreneur, à mes sœurs, ma maman, un peu tout mon entourage. Par la suite, il s'avère que nous partons en famille pour faire une cousinade, et puis on me pose des questions, et puis je sais pas, à cette époque-là, si vous voulez, bon, mon métier, tout le monde sait, personne ne comprend ce que je fais, mais tout le monde sait ce que je fais en gros, tout le monde sait que je travaille chez Obad, on n'a plus trop de questions à me poser, parce que j'ai pas forcément de nouvelles fraîches à apporter, mais je me surprends de moi-même à parler de cette idée. Et là, tout le monde commence à me poser des questions, tout le monde trouve ça intéressant, parce que c'est de l'entrepreneuriat, c'est un nouveau projet. Puis au fur et à mesure où je raconte, je commence à croire de plus en plus à mon histoire et à me dire, mais en fait, là, si tu en parles à toute ta famille, il va quand même falloir que tu le fasses derrière. Tu ne peux pas ne pas rendre ce dossier si tu en parles à tout le monde. Pour moi, c'était un engagement, en fait, d'en parler à plein de personnes comme ça. Je me sentais investie, et puis j'étais obligée d'aller au bout. Je pouvais pas abandonner. Et ça a été un élément qui est déterminant de mon caractère pour la suite de l'aventure, cette capacité à me mettre de mes propres barrières et me dire non, tu ne peux pas, si tu t'es engagé auprès des gens, tu es obligé d'aller jusqu'au bout, même si en réalité, si ça me plaisait pas, ils auraient parfaitement compris, mais dans ma tête, il y a 10 ans, c'était comme ça. Donc je remplis ce fameux dossier, je le rends, et puis je reçois un jour un mail qui me dit que j'ai été sélectionnée, et intérieurement, j'avais envie d'être sélectionnée pour gagner quelque chose, mais je me vois pas du tout l'intégrer dans mon quotidien, c'est-à-dire que
que je me dis pas il va falloir que tu arrêtes de travailler si tu montes ce projet, pas du tout, je suis dans une insouciance totale. Je reçois donc ce mail qui m'indique que maintenant je dois faire des oraux. Je me retrouve donc à un oral, je me souviens j'y vais par chance c'est l'hiver en col roulé parce que quand je stresse j'ai des plaques qui partent du cou jusqu'au bas du ventre, donc je deviens toute rouge et les gens le voient. Je suis particulièrement stressée. Lorsque j'arrive dans la salle, vous imaginez, j'ai le maire, l'adjoint au maire, que des chefs d'entreprise et des élus qui sont là, en U, et moi j'arrive devant eux et je dois faire une présentation d'un projet auquel je crois, vraiment je suis ultra convaincue de mon projet, mais en fait pour moi c'est pas moi qui vais le réaliser, je suis encore totalement déconnectée de ce que je suis en train de faire. Je me souviens que le maire et l'adjoint au maire me titillent en me posant des questions et j'ai une chance, c'est que non pas que j'ai pas peur, je suis intimidée, mais que je déteste montrer mon intimidation. Et comme j'ai fait des cours de théâtre, je sais parfaitement rebondir dans ces situations, je sais faire rire, je sais un peu cacher ma timidité. Je me morfonds à l'intérieur, mais à l'extérieur, on a l'impression que tout va très bien. Et du coup, je rigole, et puis je me souviens même que j'envoie une petite pique à l'adjoint au maire qui me pose une question, et je sais plus. J'ai une répartie à ce moment-là où moi-même je me dis « Ah là, bien joué, bingo Guillemette !» Donc je ressors de là, je suis ravie, je me dis que bon, bah ça s'est très bien passé, on verra si ça les intéresse ou pas. Et puis, par la suite, on me convie à venir le 8 décembre à la cérémonie de remise des trophées. Donc j'y vais, je demande à 2 copines de m'accompagner. Et puis arrive la première catégorie, qui était la catégorie des entreprises socio-économiques. Et donc c'est vraiment donc, le tout début de la cérémonie. Et là, on me dit... l'atelier de Guillemette, par Guillemette, et je ne capte pas en fait, parce que pour moi c'est pas ma catégorie, je n'ai absolument pas postulé dans cette catégorie. Pour moi ce n'est pas moi, donc je me retrouve, je suis en plus quasiment devant, et c'est mes copines qui me poussent, qui me disent Guillemette c'est toi, et là je vois mon nom vraiment en énorme, et je prends conscience que c'est moi qui ai gagné dans cette catégorie, alors que vraiment j'y allais en me disant bon de toute façon tu sais que t'as pas gagné, donc pas de stress, il y a l'envie par ego, mais dans le fond je sais que j'ai pas gagné. Et je me retrouve donc au micro à parler, à remercier, mais je n'ai prévu absolument aucun discours. Dans ces moments-là, bon, mes aptitudes en théâtre ne servent plus à rien puisque je suis complètement dans l'émotion et je n'arrive absolument pas à parler, je bafouille, je suis rouge comme une tomate. Je regarde mes 2 copines qui sont limite larmes aux yeux en face de moi, heureuses comme tout que j'ai gagné. Et puis moi, je réalise pas en fait. On prend une photo, je ressemble absolument à rien parce que je suis tellement stressée que je réalise pas du tout. Ensuite, je me retrouve dans la foule avec mes copines, donc là on explose de joie. Moi, j'atterris. C'est-à-dire que vraiment, pour moi, tout ça n'était absolument pas concret. Pour moi, tout ça, c'était pas un jeu parce que je le prenais pas à la rigolade, mais j'étais tellement convaincue de pas y arriver que de toute manière, je le faisais, même maintenant, je sais même pas pourquoi je me suis lancée, je me suis fait prendre à mon propre jeu. En fait. Donc la cérémonie se passe, tout le monde vient me voir, me donne des cartes de visite, on m'explique que j'ai une de mes mentors qui est la conseillère professionnelle de la banque BNP, donc j'ai même pas besoin de chercher une banque, mais je me dis, mais moi je suis pas là-dedans en fait, j'ai pas pensé à l'après. On me dit, voilà, tu as 2 mentors, il y en a un qui sera le directeur général de ST Microélectronique, que je connais pas du tout, mais finalement mes amis par la suite m'apprendront que c'est quand même une énorme boîte internationale, il me semble, si je dis pas de bêtises. Ensuite, on m'apprend que j'ai une imprimerie aussi, la fondatrice et directrice générale d'une imprimerie de Montrouge qui sera aussi mon mentor, donc qui pourra m'aider, et puis que la mairie m'aidera à trouver un local, si jamais je n'en trouve pas. Moi, je suis là, c'est super, j'ai des cartes de visite qui pleuvent dans tous les sens, mais vraiment, je suis contente, mais je réalise pas du tout. Et sur le chemin pour rentrer chez moi, je me souviens que j'appelle ma famille, et puis chacun, je leur dis, et à chacun, je pleure en fait, et je leur dis, j'ai réussi, je l'ai fait, je vais créer une boîte. Et plus je le disais, plus je me disais, mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas créer une boîte? Moi, vous imaginez que jamais dans ma vie, je me suis dit que j'allais monter une boîte, que j'allais être entrepreneuse. Pour moi, je suis salariée, je travaille dans la couture, tout ce que je voulais, c'était essayer de trouver un travail qui me plaise. Je travaillais tout le temps, mais je prenais pas un plaisir fou. Et là, je me retrouvais avec un nouveau métier que je ne connais absolument pas. Et puis pas du tout cette volonté de créer une boîte. Je suis particulièrement admirative des personnes qui se lèvent un matin et qui se disent « Bon bah voilà, j'en ai marre de telle souffrance ou de telle problématique que je rencontre dans mon quotidien. Je vais monter une boîte. » À cette époque, il faut se dire que sur la création d'entreprise, il n'y avait pas tout ce qu'il y a aujourd'hui. Déjà, Instagram, c'était les prémices. On n'en était pas du tout à partager des astuces d'entrepreneuriat. Il n'y avait pas du tout les sites internet. Je vous en parle même pas de l'administratif pour créer sa boîte. Non mais c'était quelque chose. Bah, c'était l'internet d'il y a 10 ans en fait. Ça a énormément évolué depuis tout ce temps. Donc, on n'a pas du tout la même facilité. Et puis pour moi, c'était tellement pas dans
mon quotidien, c'était pas du tout quelque chose auquel j'aspirais, que je commençais vraiment à baliser. Mais pour le moment, j'en suis à pleurer de joie parce que j'ai gagné quelque chose et que c'est la première fois de ma vie que je gagne quelque chose, donc je suis vraiment ravie. Ensuite, s'ensuit une année entière où je crée donc ce projet. Et je pense que c'est une année qui a été assez formatrice pour moi. À la fois, je naviguais totalement à vue, j'étais absolument pas consciente de ce qui était en train de se produire. Je prenais conscience au fur et à mesure de l'immensité de ce que j'étais en train de faire. Et en même temps, j'ai énormément appris, c'est-à-dire que j'ai découvert un monde d'un coup, alors que j'étais absolument pas préparée à ça, mais ça a été riche sur tous les plans. J'ai découvert déjà ce que c'était que la liberté de pouvoir travailler quand on voulait. Et ça, c'est difficile parce que quand vous avez été salarié pendant plusieurs années, donc l'autodiscipline de créer un projet, déjà de ne pas savoir où on va, de ne pas savoir ce qu'il faut faire, de ne pas connaître ces mots de marketing, type que le SWOT, le business plan, la simulation financière, etc. C'était des choses que je découvrais et puis que je pouvais faire alors que je voulais. Ce que je vous ai pas dit, c'est qu'en parallèle, 4 jours avant ce fameux 8 décembre 2014, le vendredi, donc là le 8 décembre était un mardi, le vendredi précédent, c'était mon dernier jour chez Obad et ils m'ont appris ça pendant que j'avais la grippe puisque je suis tombée malade la semaine précédente et au lieu de me prévenir une fois que j'étais au travail, comme ça urgeait, ils m'ont envoyé simplement une lettre pour que je la reçoive puisque j'étais en arrêt maladie. Donc je me suis quand même déplacée en arrêt maladie pour venir à un entretien auquel ils m'ont annoncé finalement on va pas le garder, dans 3 jours tu fais tes affaires, tu dois tout récupérer. Donc organisation de pot de départ, récupération de toutes mes affaires chez Obad, plus de boulot chez Obad, donc je passe un week-end où je suis particulièrement furieuse, je me souviens même, j'ai passé le week-end cloîtré chez moi à pleurer, à me dire mais c'est pas possible, comment je vais faire pour trouver un travail qui me convienne, un travail où on accepte aussi ma personnalité qui est quand même un peu plus décisionnaire. Dans ma tête, j'avais encore ces idées préconçues de tu as fait des études pour être dans la couture et pour être modéliste ou mécanicienne modèle, tu dois faire ton travail là-dedans. Et aujourd'hui, ça me semble fou et ça va peut-être vous sembler stupide, mais il y a 10 ans, pour moi, tous mes amis qui faisaient des études d'ingénieur finissaient par être ingénieur, il n'y avait pas de pivot envisageable à cette époque. On devait trouver sa voie. Si on voulait être pharmacien, on faisait des études de pharmacien, on devenait pharmacien, et puis éventuellement, par la suite, on ouvrait sa propre pharmacie. C'était les évolutions possibles, mais toujours la même branche. Et moi, j'avais cette idée-là. Donc, je passe un week-end atroce à me dire, mais il va encore falloir que je retrouve du boulot alimentaire, j'ai pas envie. Et puis, finalement, on arrive le mardi soir où je me dis, je passe de presque chômeuse à bientôt peut-être PDG d'une boîte. Voilà. Vous voyez, ça a été pour moi aussi un événement qui m'a donné énormément confiance en moi parce que je me suis dit ok, je vaux quelque chose. Je vaux quelque chose dans un domaine qui n'est pas le mien. Il y a des personnes qui ont jugé au travers de ce que j'ai écrit, au travers de ce que j'ai présenté à l'oral, qu'ils pouvaient me faire confiance. Et ça, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un élément déterminant parce que pendant toute cette année qui s'est écoulée, donc on va dire toute l'année 2015, j'ai eu envie d'arrêter. Parce que je me disais, mais dans quoi tu t'embarques en fait? C'est plus gros que toi. C'est une montagne que tu essayes de gravir, mais en fait, c'est comme si on m'avait mis au pied d'une montagne. Je l'avais fait pour rire, mais finalement, je me retrouve en bas de la montagne et maintenant, il faut le faire. Donc, j'ai pas envisagé tout ce que ça impliquait, comme action, comme énergie, etc. Et finalement, c'est pas si mal parce que je pense que si je l'avais anticipé, je l'aurais jamais fait. En fait, je me serais auto-bloquée. Et là, comme il y avait des personnes qui m'avaient fait confiance, j'avais pas le choix parce que je voulais pas les décevoir. Et pour autant, lors des trophées, il y a des personnes qui ont gagné, qui ont arrêté en cours de route. Et pour moi, c'était pas possible. Moralement, tu peux pas faire ça. Alors qu'elles avaient entièrement raison d'arrêter. Ça sert à rien de continuer une société si t'es plus aligné parce que tu feras pas les bons choix et puis tu l'emmèneras pas où il faut aller. C'est pas grave. Tu liquides ta société, tu clôtures ce chapitre et puis tu passes à autre chose et c'est très bien. Mais dans ma tête, c'était pas possible. Pendant 1 an, j'ai été partagée entre le côté très chouette de je suis en train de monter un projet, de créer une société, tout le monde me pose des questions, que ce soit mes amis, ma famille, en permanence quand on me voit, on me demande où j'en suis. Donc je vois qu'il y a un intérêt particulier et je vous cache pas en termes d'ego, j'aime beaucoup cette posture. Et à la fois, j'étais particulièrement pauvre parce que j'avais un pôle emploi, mais le pôle emploi c'était 70% de ce que je gagnais, donc 70% de mon SMIC, et il s'avère que mon loyer était quand même de 700 €. Donc ensuite, il fallait que je paye toutes mes charges, mes courses, et puis si j'avais envie de sortir un minimum. Donc autant vous dire que c'était très maigre, parce que je gagnais par le pôle emploi exactement ce que je devais mettre pour mon loyer. A contrario, je traînais avec une bande d'amis qui étaient toutes
tous ingénieurs qui me parlaient tous les mois des négociations qu'ils allaient faire pour augmenter leur salaire et qui gagnaient clairement le double du SMIC juste après leurs années d'études. Donc on n'était pas du tout sur les mêmes sorties, on pouvait pas du tout, je pouvais pas m'aligner en fait avec ce que eux voulaient faire. On continuait à se voir, ils ont été super cool, mais c'est vrai que je ressentais vraiment le fait que moi je comptais le moindre euro et que eux n'avaient absolument pas à compter et pourtant ils étaient qu'en début de carrière. Donc il y avait quand même un décalage entre eux et moi, ce qui fait que à côté, en parallèle, je devais travailler. Donc j'avais réussi à trouver un rythme. J'ai travaillé chez McDonald's pendant 6 mois. J'avais 2 jours off, c'était mardi, mercredi. Et j'avais trouvé un boulot où je pouvais bosser que le mardi et le mercredi. Et le reste du temps, je bossais sur ma boîte. Alors je vous cache pas, je bossais pas à fond dessus, mais j'essayais de bosser pour comprendre ce que c'était que ces histoires de SWOT, ces histoires de business plan, de simulation financière, parce qu'en fait, j'avais des mentors qui étaient super, mais qui me disaient, bon bah maintenant il faut que tu me fasses un business plan. Ouais, mais bon, allez trouver les ressources à l'époque de comment faire un business plan. Aujourd'hui, il existe plein de choses pour faire, mais moi à l'époque, en fait, je ne comprenais pas. Et personne n'était en mesure de m'expliquer, bah, le business plan, c'est un peu la carte d'identité de ta boîte, c'est là où tu vas te poser toutes les questions. Pas du tout. En fait, personne me disait ce que c'était. On me disait, tu dois me pondre ça. Mais je disais, oui, mais je comprends pas trop ce que c'est. C'est un peu toutes les grandes lignes de ta boîte. Oui, mais je fais quoi? J'écris des grandes lignes, je réponds à des questions, il y a des choses importantes. On me disait, bah oui, tu ferais une simulation financière. Mais c'est quoi une simulation financière? Et il n'y avait pas les informations sur Internet. On en était encore à l'époque, on avait un peu des brochures. Donc j'allais au Pôle emploi pour essayer de trouver des brochures. J'avais mes accompagnateurs pour mon prêt qui m'aidaient. Mais vous imaginez, vous êtes salarié dans une boîte insouciante. D'un coup, vous allez faire des prêts avec des gens qui vous disent ce que vous devez faire, mais les risques, c'est vous qui les engagez. Je signais des papiers pour la création de la boîte avec le comptable, les statuts et autres, j'étais incapable de les faire vérifier, je savais pas si ce qu'on m'avait donné c'était ok, mais je signais, allez, je venais de créer une boîte, ok. Je faisais faire des crédits, mais moi je savais pas exactement combien il me fallait de crédit, enfin tout ça en fait c'était tellement flou pour moi, et puis je m'étais encore une fois tellement pas projetée là-dedans que j'avais pas vraiment fait de benchmark, quoi, c'est-à-dire regarder un peu partout. Même le mot benchmark, tout le monde disait faut que tu fasses un bench, qu'est-ce que c'est qu'un bench? Je découvrais tout ce monde. Moi j'étais dans la couture, donc forcément c'était totalement autre chose. Par chance, j'ai rencontré des amis qui étaient dans le marketing, qui m'ont un peu aidé, qui m'ont expliqué ce que c'était que le SWOT. J'ai pu m'éduquer un peu là-dessus, mais je vous cache pas que pour moi, ça a été extrêmement décourageant à cette époque, et que j'avais qu'une seule envie, c'était tout abandonner, mais je me disais, tu ne peux pas, parce que t'as des mentors, et que tous les mois, je retrouvais cette équipe donc de ce trophée, et tous les mois, on devait rendre des comptes. Donc j'ai eu la chance, et ça, si un jour vous voulez lancer une boîte, je vous le conseille, j'ai eu la chance d'avoir un bureau dans un espace de coworking à Montrouge qui était gratuit pendant 1 an. Ça veut dire que pendant 1 an, j'ai eu un bureau où je pouvais aller 24/24 me poser et j'étais confrontée soit à des salariés, soit à des entrepreneurs de tout type qui ont pu m'aider et me conseiller. Et ça, c'est d'une richesse. Et aujourd'hui, là, ça fait désormais 4 ans que je travaille dans un coworking, donc à Marseille, donc on n'est plus du tout dans le même. Je vois énormément d'entrepreneurs, de salariés qui passent et vraiment, on est tous d'accord, c'est une énorme richesse parce que dès que j'ai une problématique, je peux en parler à une personne qui est qualifiée. Moi, je vois dans mon milieu personnel, tous mes amis n'étaient qu'ingénieurs. Donc oui, si j'avais des questions sur les limites de risque sur une plateforme pétrolière quelque part dans l'Atlantique, oui, alors là, il y avait toutes les réponses. Par contre, créer un business plan, il me regardait avec des yeux écarquillés, il me disait, nous, on connaît absolument pas ce mot-là. Donc, pour moi, ça a été très formateur et ça a été salvateur, vraiment, d'être là-bas. J'avais aussi cette énorme contrainte que je devais trouver un local. Et trouver un local à Montrouge, vous regardez des sommes, vous vous dites, on va me demander 3 000 € de loyer par mois, mais attendez, déjà, le loyer pour moi à titre perso, comment je vais faire, en fait? Je sais même pas si la demande que j'ai évaluée, elle va être ok ou pas. Et en fait, c'est des risques qui sont énormes parce que si demain je fais un prêt de 50 000 et que je peux pas le rembourser, il va falloir que je bosse combien d'années pour rembourser ce prêt si jamais ça marche pas. En fait, si vous avez des engagements de toutes parts, surtout quand vous avez un local. Donc, je vous passe tous les détails du local, ça a été très compliqué. J'ai eu plusieurs options de locaux et finalement, je me suis rabattue sur celui que certaines ont connu dans Montrouge, rue Sylvine Candace. Ça a été très compliqué parce que, encore une fois, on a aussi essayé de m'arnaquer. Je vous passe tous les détails, ça a été très compliqué. Sincèrement, ils ont vraiment profité du fait que je sois jeune pour m'entourlouper. Peut-être qu'un jour on rentrera dans
dans les détails, mais pour le moment j'ai pas envie parce que c'est des événements qui sont assez négatifs et que j'ai pas vraiment envie de me remémorer. Et je me suis retrouvée avec un local entre les mains qu'il fallait que je remette absolument à neuf, donc tout ça c'est des travaux. J'ai réussi à obtenir mon crédit, je sais pas si ça va être suffisant pour l'avenir, mais en tout cas je sais que j'ai 20 000 € en poche et que j'achète 10 000 € de matos juste de machine à coudre, en espérant qu'elles arrivent, parce que quand vous achetez votre matos, vous flippez un peu, quoi. De début janvier jusqu'au 26 avril, je me retrouve à faire les travaux, et puis je me rends bien compte que je tarde quand même à faire les travaux. C'est-à-dire que je l'ai fait, mais il y a quand même 4 mois jusqu'au 26 avril. Pendant tout ce temps, je sens bien que je tarde énormément à l'ouverture. Et un jour, mon père me dit, mais tu sais, Guillemette, là, t'as obtenu une franchise de loyer de 6 mois, mais là, on est le 26 avril, donc il te reste plus que 2 mois pour te faire de l'argent, parce qu'après, tu vas devoir payer ton loyer, et puis tu vas devoir rattraper tous les loyers que t'as pas payé durant la franchise de loyer. Et en fait, c'est la peur, vous voyez, c'est vraiment l'appréhension de me dire tout ça va devenir concret. Jusqu'à présent, c'était rigolo, mais c'était pas concret. Donc j'avais obtenu un compte bancaire, j'avais passé plein d'étapes, ça m'avait fait peur à chaque fois, mais c'était pas concret. J'étais pas confrontée au fait que ça n'allait pas marcher ou que ça allait marcher. Mais dans ma tête, ça risque tellement de pas marcher que du coup je paniquais. Et je me souviens même que quand je faisais les travaux et que la devanture était ouverte, il y avait plein de gens qui s'arrêtaient parce que tout était grand ouvert, et je me souviens que ma famille disait « Ah, t'as vu, il y a plein de gens qui s'y intéressent », et moi j'étais là « Ouais. » Et en fait mon attitude, j'étais renfermée. Je trouvais ça cool, mais je me disais, mais ça c'est que du feu en fait. On met de la poussière devant les yeux, mais derrière, ça risque de pas marcher. Et j'avais tellement peur de décevoir ma famille, mais tellement peur qu'ils se disent, ah mais en fait elle a tout raté, elle a tout gâché. Je me suis dit, je vais forcément gâcher un truc en fait, c'est obligé. Arrive le 26 avril où du coup je me force à ouvrir. Ce premier jour, je me souviens qu'il y a 3 femmes qui rentrent. Elles n'achètent rien, mais elles rentrent juste, je prends une photo avec elles pour les envoyer à ma famille. Et puis, arrive ce moment où on est seul en fait. C'est-à-dire que là maintenant, on peut plus rien faire. C'est ouvert au monde, et on attend. 1 jour passe, 2 jours passent, 3 jours passent, et puis il y a personne qui rentre dans votre boutique à part vos amis qui viennent vous voir. Et puis finalement, au fur et à mesure, ça s'est rempli. J'ai même pu souvenir de comment ça s'est rempli. Je sais que j'ai eu pas mal de gens qui sont venus. Par la suite, à partir du début de l'année scolaire en septembre, j'avais beaucoup d'enfants. Bien entendu, il y a plein de choses que je referais totalement différemment aujourd'hui. J'ai vraiment tout appris sur le tas. C'est ce qui m'a amené énormément d'efforts et ce qui a coûté ma vie sociale avec mes amis. Ça m'a coûté ma vie amoureuse, puisque je donnais tout, corps et âme, parce qu'il fallait que ça marche. Et puis ça m'a coûté beaucoup, beaucoup d'énergie. Je retire que le positif aujourd'hui. Maintenant, je suis très très contente de faire ce que je fais. Je suis très contente de m'être lancée. Je l'ai appris dans le dur, mais je l'aurais jamais fait si j'avais pas eu ce fameux trophée, si ma copine m'avait pas montré cette photo qu'elle avait prise, ou ce flyer, je sais plus, de cet appel à projet. Donc j'ai une énorme gratitude envers la Guillemette de l'époque qui avait cette idée préconçue de je ne dois pas décevoir les gens, je me suis engagée, je peux pas décevoir ma famille, je peux pas décevoir les mentors, je ne peux pas décevoir les personnes qui ont cru en moi, donc je dois aller jusqu'au bout, même si j'ai pas l'impression que ça me plaise. Et aujourd'hui, avec le recul, ça a été bien entendu la meilleure décision. En fait, le travail qui me convient, je me rends compte, c'est l'entrepreneuriat, et que j'ai juste saisi une opportunité à ma manière de devenir enfin celle que je voulais être, c'est-à-dire indépendante, travailler, prendre mes décisions, ne plus être l'exécutante de quelqu'un, ne plus obéir à des décisions que je trouvais absurdes, notamment en atelier, choisir mon emploi du temps, choisir ce que je voulais faire au quotidien. La journée d'aujourd'hui est pour moi une journée symbolique de mon envol et de la Guillemette qui a réussi à éclore au fur et à mesure, et qui a découvert quelle était sa vraie passion sans même le savoir initialement. Donc pour ça, je la remercie. Donc je me passe un petit message parce que c'est important. Guillemette, il y a 10 ans, merci pour ce que tu as fait, merci pour tous ces moments que tu nous as fait passer et qui sont maintenant dans ma mémoire. Et j'en profite aussi pour dire merci, même si je ne pense pas qu'ils m'écoutent, à tous mes mentors, toute ma famille, tous mes amis de l'époque qui ont été là, qui m'ont aidée, parce que j'ai eu une richesse incroyable, c'est d'avoir des gens proches de moi qui m'ont aidée à peindre, qui sont venus m'aider dans toutes les circonstances, qui ont été là à mon inauguration, qui ont été là pour plein de moments. Et j'ai eu la chance d'avoir une famille extrêmement soudée qui a été là pour moi, et pour ça, même si je sais que vous n'écoutez pas mon podcast, je vous dis merci, et j'ai une immense gratitude pour tout ce que vous avez fait pour cet atelier et pour le lancement de l'atelier de Guillemette, parce que j'en serais peut-être pas là si vous n'aviez pas été là à cette époque. Je vous laisse, j'espère que cet épisode vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de le partager et de me remémorer tous ces souvenirs. Je vous souhaite un excellent dimanche et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de podcast.